Allez, c'est toujours fou de vivre en Israël. On se couche avec une info, on se lève avec une autre info, on se couche, sans mauvais jeu de mots, avec un président américain qui promet que l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire et on se lève avec une déclaration tonitruante qui enjoint Bibi, en gros, et pardonnez le langage, à se démerder tout seul, mais à ne pas trop l'enquiquiner. Alors que s'est-il passé hier en Iran? On va poser la question à un Iranien, tiens. Eliaou aussi, un expert du Moyen-Orient, lauréat du prix de la défense d'Israël, fondateur du mouvement Moledet Yehudit, patrie juive. Vous avez servi, il fut un temps, au sein de l'unité 8200 des renseignements militaires. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir, Eliaou. Shalom. À vos côtés, Myriam Schermer. Bonsoir, Myriam, merci d'être avec nous. Et puis depuis Paris, Mickaël Darmon. Merci Mickaël d'être avec nous ce soir. Eliaou, la question, la première, elle vous revient. Qu'est-ce qui s'est passé en Iran? Est-ce que vous savez des choses qu'on ne sait pas? Est-ce que vous avez des infos qu'on n'a pas encore entendues parce qu'elles étaient en persan dans le texte? L'explosion d'une citerne de carburant solide qui est utilisée dans les missiles balistiques. Rappelons, 180 missiles balistiques qui, les dernières fois, ont été lancés sur l'État d'Israël. Jusqu'aujourd'hui, environ 40% du port de Rajaï où l'on entrepose ce carburant solide n'est pas actif. On peut dire pratiquement que 30% du port de l'Iran, c'était l'équivalent de ce qui a explosé, ne fonctionne pas jusqu'aujourd'hui. Selon les données officielles du régime iranien, jusqu'aujourd'hui, 40 personnes ont été tuées. Khamenei, le dirigeant suprême iranien, a dit qu'il y avait des jours de deuil national. Pour l'instant, c'est ce qu'on sait dans la presse iranienne et officiellement du régime iranien. Est-ce que vous avez réussi à lire de l'intérieur de l'Iran que la République islamique ne dévoilait pas des choses à l'extérieur, officiellement en tout cas, quant à cette attaque ou cet accident, puisqu'on va rester prudent, on ne sait toujours pas qui ou ce qui en est à l'origine? On va répartir ça en deux parties. Les citoyens iraniens sont pratiquement certains que c'est le travail de l'État d'Israël, comme à Beyrouth, et ce qu'on y a vu arriver. Le régime iranien ne lance pas la responsabilité totale et officielle à l'État d'Israël, parce que s'il faisait cela, eh bien, cela l'obligerait à réagir. Et comme la dernière fois, ils n'ont pas encore réagi et que maintenant ils sont en négociation pour tout ce qui concerne du nucléaire, dont on parlera plus avant avec Trump, ils ne veulent pas accuser quiconque et ne veulent pas accuser à 100% l'État d'Israël pour ne pas se retrouver sur une pente savonneuse qui les obligerait plus tard à réagir. Eliaou, moi j'aimerais que vous m'expliquiez ce qui s'est passé ces derniers jours entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Vendredi, on avait le sentiment que ça y est, Trump il était décidé à lâcher Benjamin Netanyahou. Il le dit dans une déclaration tonitruante. Bibi, il fait ce qu'il veut. Moi, si j'arrive à signer un accord, eh ben, ce sera l'essentiel. Je me désolidarise. Et puis aujourd'hui, le gouvernement américain, l'administration américaine, qui déclare « on était au courant de tout ». Tout a été très coordonné. C'était quoi l'idée derrière tout ça? Les États-Unis ont un événement où l'État d'Israël ne peut pas empêcher. Les États-Unis ont des intérêts qui leur sont propres. Que ce soit Biden le démocrate ou le Trump républicain, peu importe, les Américains ont des grands intérêts très importants. La plupart du temps, l'État d'Israël fait partie des intérêts des États-Unis. Mais dans certains cas, pas forcément, ce ne sont pas les intérêts d'Israël qui sont en ligne avec les intérêts américains. Et donc, la question du régime iranien et tout ce qui se passe aujourd'hui, qu'on appelle des négociations autour du nucléaire, n'est pas forcément en ligne avec les intérêts d'Israël.
Et par exemple, aujourd'hui, les Américains disent, et dès le premier jour, une attaque militaire, c'est la dernière préférence, et ça, c'est pas forcément bon pour Israël. Ils disent le sujet nucléaire, comme en Libye, c'est-à-dire de tout bombarder, ça n'est pas sur table. Et le régime iranien n'accepte pas non plus cette condition, donc ça ne sera pas non plus en faveur de l'ordre du jour israélien. Autre chose, les Américains seront peut-être persuadés de donner au régime iranien l'enrichissement à 4% de l'uranium. Ça n'est pas non plus dans l'intérêt d'Israël. Encore un élément, quand on arrive à un enrichissement de 4% de l'uranium, où est-ce qu'ils vont en proposer? En Iran ou en dehors de l'Iran? On n'en parle pas. Si c'est en dehors de l'Iran, est-ce que l'on peut contrôler le régime iranien, qu'il fasse tout sortir de l'Iran? Là non plus, on ne peut pas l'assurer. Donc, au-delà de cela, pour combien de temps cet accord sera en vigueur s'il est signé? Parce qu'après 4 ans, Trump termine son mandat et le régime iranien peut recommencer la partie à zéro. Ça non plus, ça n'est pas dans l'intérêt israélien. Je dirais même plus, personne ne parle des missiles balistiques. 181 missiles ont été tirés sur nous. Est-ce que quelqu'un parle de la pression sur le régime iranien d'arrêter ses missiles balistiques? Non. Eh bien, dans la situation actuelle, et ça n'a rien à voir avec les démocrates ou les républicains, tous les intérêts américains ne sont pas forcément en ligne avec les intérêts israéliens. Et donc, les négociations actuelles ne sont pas forcément bonnes pour Israël. Alors, deux éléments, et je voudrais qu'on parle des négociations dans un second temps. Mais d'abord, la réaction américaine. Si on voit que Trump se rapproche de Biden d'une certaine façon, puisqu'il s'agit des intérêts américains et pas ni républicains ni démocrates d'un côté, ça voudrait dire que Trump lâcherait Israël sur cette question iranienne? Votre dernière phrase signifie que j'ai raison. C'est-à-dire, c'est quoi abandonner? Chaque État a ses propres intérêts. Personne n'est prêt à se coucher sous les roues d'un camion pour les intérêts d'un autre. Et donc, tout le temps, on pleurait en disant « Oh là 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 là, on m'a pris, on m'a volé ». C'est notre problème, les Israéliens. Nous, on a voulu depuis 30 ans avoir une petite armée intelligente. C'est nous qui avons fermé les fabrications d'armements qu'on a passées aux États-Unis. C'est nous qui avons choisi de vivre comme ça en pensant qu'on arriverait à la paix au Proche-Orient. On pensait qu'on serait dans la région de la Suède et qu'on n'était pas les voisins de barbares terroristes et qu'on vivait dans un quartier de gens éclairés avec qui on pourrait négocier en costume cravate dans un studio et des papiers blancs. Eh bien, tout ça, c'est de l'illusion totale. C'est du cinéma. Et ça, c'est à cause de notre culture occidentale en plein Proche-Orient. Nous devons fabriquer des armements en Israël où il est écrit « Made in Israel ». Tant qu'on sera suffisamment fort tout seul sur notre propre terrain, alors on n'entendra pas votre dernière phrase « on m'a abandonné, on m'a laissé tomber, on m'a fait, on m'a pris ». Eh bien non, on est dans une zone géopolitique qui parle une autre langue et il nous faut nous tenir droit et regarder les choses. Et on n'est pas traduit en hébreu. Le monde qui nous entend n'entend pas l'hébreu. Ils entendent, je voudrais dire une phrase très claire, depuis la création de l'État d'Israël jusqu'en 1970, l'État d'Israël était sous des sanctions militaires des États-Unis, sous le coup de sanctions militaires des États-Unis. Ceux qui ont créé l'État d'Israël étaient une minorité sans armement, sans argent, avec des sanctions militaires et économiques des États-Unis. Et malgré tout cela, eh bien, ils ont emporté toutes les guerres depuis 1970 et jusqu'aujourd'hui, depuis que nous avons renforcé notre dépendance à d'autres pays, nous avons oublié de vaincre. Justement, votre phrase, on nous a abandonnés, on nous a laissé tomber, qu'est-ce qu'on va faire tout seul? Eh bien, c'est une terminologie totalement erronée pour le Proche-Orient. Je sens que j'ai énervé Eliaou. Myriam, une réaction à tout ce qui vient d'être dit. Ça fait du bien, non?
Ça fait du bien, c'est la douche froide. Je pense que beaucoup d'analystes sont d'accord avec ce qui est dit ce soir, c'est-à-dire qu'un des objectifs actuels de l'armée israélienne, c'est plus d'indépendance. Je pense que la leçon a été très claire. Le jeu du chat et de la souris, là en l'occurrence, il se trouve que beaucoup de choses ont été débloquées pour faire la guerre à Gaza, mais ce n'était pas le cas l'année dernière sous l'administration Biden. Et les Israéliens ont payé le prix fort à ce niveau-là, vous vous souvenez, d'attentisme entre différentes phases des opérations et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une leçon qui est, je pense, apprise du côté israélien, de la même manière que la fameuse génération, la jeune génération TikTok, dont on pensait ne plus pouvoir rien tirer, elle s'est avérée particulièrement courageuse et vaillante sur le terrain. Et voilà, on attend. Eliaou, vous vouliez rajouter quelque chose à ce que vient de dire Myriam? Est-ce que nous avons des soldats combattants courageux? Ça, c'est évident. Mais nos problèmes, c'est la conception du monde et la politique israélienne. Ça n'a rien à voir à la droite ou à la gauche. Que Boéguy Alon à droite a limité Tzahal avec Netanyahou qui l'a signé, ou Gantz à gauche l'a fait, Netanyahou a signé pareil. Alors notre affaire, c'est pas les soldats ou la génération TikTok. Notre problème, c'est notre conception politique, sécuritaire et militaire pour Israël. Nous devons nous occuper de nous-mêmes le plus possible dans tous les domaines possibles. Sinon, nous voyons jusqu'aujourd'hui que Trump négocie face au régime iranien et Trump est pro-israélien. Clairement, les négociations actuelles ne sont pas bonnes pour Israël. Je voudrais recueillir les réflexions de Michael sur cette question. Michael, ce que dit Eliaou est intéressant parce qu'on l'a vécu, ce dictat des États-Unis qui disait à Israël d'une certaine façon, vous ne produisez pas vos armes, c'est nous qui allons vous les vendre et ce sera comme ça si vous voulez qu'on vous soutienne. Et puis aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation que décrit Eliaou et qui est entre deux chaises, pour ne pas dire de gros mots. Les Américains n'ont jamais dit vous ne produirez pas d'armement. Il faut le dire, je suis désolé d'intervenir. Ils ne nous ont jamais empêchés de fabriquer des armements. C'est autre chose dont on parle. La majorité des choses que nous avons fermées, c'était pas à cause des Américains. Et ça, c'est un autre problème. C'était une question de conception économique avec le capitalisme. Et donc, un missile fabriqué en Israël nous aurait coûté $100. Les Américains nous le donnent pour $10. Alors, on a ouvert les yeux, on a dit, eh ben voilà, on va économiser $90. Et ça, on renonce à notre indépendance israélienne et on est devenu une puissance capitaliste. Sinon, les Américains, il faut le dire, dans la majorité des cas, sauf 3 ou 4 cas isolés, les Américains ne nous ont jamais dit de ne pas fabriquer les armes. Ça a été le problème juif israélien qui est le nôtre. Je suis désolé d'avoir interrompu. Ah mais non, merci beaucoup Eliaou d'avoir repris cette erreur et merci beaucoup de l'avoir rectifié. Michael, une réaction à tout ce qui vient d'être dit sur cet accord iranien? En fait, surtout pour revenir sur l'analyse qui a été faite vis-à-vis de l'histoire et des accords liés aux États-Unis, notamment pour les livraisons d'armes et l'aide stratégique militaire, en réalité, c'est parce qu'il y a eu l'aide américaine depuis les années 60, un accord stratégique préférentiel qui a été négocié par Yitzhak Rabin dans ce moment-là, lorsqu'il était donc officier de l'armée, que les États-Unis ont été d'accord pour pouvoir conclure un accord stratégique permanent avec Israël et lui permettre justement à la fois de pouvoir être donc victorieux et d'être audacieux et en prospective en 67, puis également d'avoir enfin le pont aérien en 73 et ensuite d'avoir en permanence donc effectivement des échanges technologiques pour la mise au point des armements israéliens, que ce soit dans les chars ou dans les missiles ou dans le satellite. Ça, c'est la première des choses. Si on revient au tout début aussi à l'origine de l'État d'Israël, c'est la France qui a fourni donc à Israël toute la technologie pour qu'Israël devienne une puissance nucléaire. Donc de ce point de vue-là, on peut difficilement prôner une indépendance aujourd'hui totale, une autarcie économique, technologique totale, puisque Israël n'a pas les moyens financiers. Il suffit de voir tous les jours les problèmes domestiques auxquels se confronte Israël. Sans l'aide massive
militaire et financière pour pouvoir donc financer tout le budget de l'armée de par les États-Unis, et ça a toujours été le cas, quelles que soient les administrations. Il n'y aura pas de possibilité d'Israël d'être donc performant. Et la troisième remarque, c'est que justement, on en parlait encore avec des responsables israéliens il y a quelques jours, la grande évolution depuis le 7 octobre, ce sera l'évolution de ce qu'on appelle l'identité stratégique d'Israël, qui ne sera plus désormais capable de se défendre toute seule dans cette région, mais en coopération régionale. Ce qui s'est passé il y a pratiquement un an maintenant avec l'attaque donc des Iraniens de l'Iran sur Israël a montré le déploiement d'une collaboration, on va dire l'arsenal des accords d'Abraham pour défendre Israël. Merci Michael de cette intervention. Eliaou, je voudrais vous poser une autre question. Est-ce que, si on vous met sur la balance, politique-fiction complètement, ou en tout cas géopolitique-fiction, puisque pour l'instant on n'en a aucune preuve concrète, est-ce que si on s'imagine, comme certains experts tendent à le dire, que l'horizon d'une paix globale, ou à défaut d'une paix globale, d'une normalisation plus globale, qui pourrait comprendre le Liban, la Syrie, l'Arabie Saoudite, ça marcherait en contrepartie d'une baisse de nos attentes sur un accord nucléaire iranien ou sur le nucléaire iranien de façon plus globale. Est-ce que ça pourrait convenir à Israël? Votre question a 3 pièges. Premièrement, tout accord de paix sera caduque à un moment. Il faut le prendre en compte. Donc la base conceptuelle que vous faites en disant si on arrive à la paix, alors 3 points de suspension, ça ne veut pas dire que nous pouvons devenir de manière imaginaire dans le col, mais dans 20, dans 30, dans 10 ans, des accords de paix peuvent s'effondrer. Et on se retrouvera à nouveau avec une petite armée et avec le 7 octobre qui menace. Donc cette région ne convient pas à cela. Mais excusez-moi Eliaou de vous interrompre, on va développer vos 2 autres points juste après, je ne veux pas qu'on les oublie. C'est pas un peu ce qu'on a toujours fait ici dans la Startup Nation, le pays où on fait tout rapidement et où on fait tout d'un très court terme, dans un très court terme, sans penser trop loin à l'avenir? Eh bien, c'est l'affrontement de 2 conceptions. La conception iranienne et vous parlez de la conception occidentale. Un petit exemple. Moi, je suis iranien. Les ancêtres iraniens ont inventé les échecs, c'est-à-dire le jeu stratégique par excellence. Dans ce jeu, 2 semaines, 3 semaines, 2 joueurs se taisent et jouent. On ne crie pas, on n'échange pas, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de parole, mais on déplace des pions pour gagner de manière cruelle et tuer le roi. Et en fin de compte, quand une partie a fait échec et mat, on se serre la main et on s'en va. Ce jeu n'a pas de limite de temps, 2, 3 semaines, 1 mois, c'est un jeu très stratégique. Contrairement à ça, en Occident, on joue au foot, au basket, au ping-pong, on court, et cela dépend du nombre de points et du temps imparti, ou bien de la J'avais jamais vu ça comme ça, c'est très Cela signifie que, on pense, et donc il y a beaucoup de bruit tout autour, des gens qui encouragent les Occidents n'ont pas la patience. Les Iraniens, conceptuellement, ou les Russes d'ailleurs, ils ont tous pensé que Poutine perdrait face à l'Ukraine. Mais ils ont joué le jeu, et encore, et encore. Et on a vu, ils ont montré, les Européens n'avaient plus d'armes à donner aux Ukrainiens, ils en avaient déjà marre. Mais les Russes ont inventé les dames. Eh bien, le jeu de dames, c'est pareil. Il n'y a pas de limite de temps. Qui gagne en fin de compte, c'est celui qui tue le dernier pion de l'autre jusqu'au dernier. Eh bien, les Russes ont tué beaucoup d'Ukrainiens et ils ont conquis beaucoup de territoires ukrainiens. Troisièmement, personne n'a le courage de reprendre les territoires ukrainiens des Russes. Votre question est de savoir
au cœur des choses. Tout est basé sur la conception du monde et la terminologie. L'armée, la sécurité, l'économie, la politique se basent sur une stratégie de long terme. Les pays occidentaux, avec la culture occidentale, malheureusement, en Israël c'est pareil, n'ont pas de stratégie sur le long terme. Et nous sommes coincés dans une confrontation culturelle. Oui, vous avez bien raison. On va développer les deux autres points. On l'a promis, on va le terminer. Mais Myriam, une réaction à ce que vient de dire Eliaou. Parce que c'est quand même fondamental. Et moi, j'avais jamais vu ça comme ça. Oui, bien sûr qu'Israël a une culture occidentale. Mais en parallèle, le peuple juif, on en parle souvent comme du peuple de l'éternité, le peuple juif joue le long terme sur l'histoire. C'est quoi le peuple de l'éternité? C'est des belles paroles. En Deuxième Guerre mondiale, 6 millions ont été tués et la Troisième Guerre mondiale amènera encore 6 millions de morts. C'est quoi le peuple éternel? Je n'aime pas ces slogans. Le 6 octobre, on disait qu'on avait de la dissuasion. Le Premier ministre disait on est les plus forts. Et le lendemain, le 7 octobre, eh bien, quelques Mohammed avec des grues et des pelles ont détruit la barrière électromagnétique et nous ont donné une leçon. Alors moi les paroles pour dire qu'en Israël et le peuple est éternel, non, moi je parle uniquement de choses concrètes. Moi, vous me séchez, Eliaou. À chaque fois qu'on vous invite dans une interview, vous me séchez. On continue sur les deux autres points que vous vouliez développer quand je vous parlais d'accord global avec le Liban, la Syrie, l'Arabie Saoudite, blablabla. Bla, bla, bla. C'est un accord global. Il n'y a pas d'accord global. Chaque jour, quelque chose change et cet accord change la situation. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, au Proche-Orient, il y a une confrontation idéologique, culturelle profonde entre les Iraniens, qui sont des Ariens, avec la religion chiite, et les pays arabes au Proche-Orient sont de la race sémite avec la religion sunnite. Cette situation est au moins depuis 1400 ans, a toujours été tendue et il y a toujours eu des guerres d'une forme ou d'une autre. Et nous devons donc toujours nous occuper de savoir que cette tension restera pour toujours. Mais nous pouvons l'exploiter, cette tension. Par exemple, personne n'a jamais pensé à la mise en place d'une OTAN hébraïco-arabe. Il y a quelques centaines d'années, on a voulu être très occidentaux et on a annulé l'arabe dans les écoles parce qu'on voulait tous parler anglais dans nos écoles, en Israël, pardon. Et tout le monde veut vivre à Los Angeles, tout le monde veut être comme les Suédois. Et nous ne réalisons pas qu'on vit au milieu d'1,5 million d'Arabes qui parlent l'arabe. Et nous, physiquement, vivons ici, mais notre âme vit ailleurs. Et donc, il y a un paradoxe dans notre pays. Il faut comprendre l'arabe. Il faut apprendre la mentalité arabe. Il faut analyser les renseignements arabes. Il faut comprendre Mohamed de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il va faire? Et ce sont les caractéristiques différentes. Mais quand le monde occidental de l'État d'Israël qui le vit est tellement sûr de lui qu'il annule même l'apprentissage de l'arabe à l'école, eh ben on se retrouve avec le 7 octobre et ça fait 50 ans qu'on est en train de se battre contre le régime iranien. J'aurais continué encore une demi-heure, mais l'émission, ou en tout cas pour cette partie, touche à sa fin. Merci beaucoup, Eliaou Yossian, d'avoir été avec nous, nous avoir éclairé toujours de façon très imagée, mais toujours très parlante sur votre façon de voir les choses. Et merci à Gisèle pour la traduction. Myriam, Michael, vous restez avec moi, on marque une courte pause. On revient juste après pour continuer à parler d'Iran. À tout de suite.